Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler des résultats de Tesla sur le deuxième trimestre 2023. On regarde ensemble les informations que je retiens et mes notes à la suite des commentaires de la direction. Ça va être une vidéo axée sur l'analyse qualitative parce qu'on a déjà fait beaucoup d'analyses poussées sur les chiffres et donc on va plutôt regarder pourquoi j'aime le business model, les nouveaux points qui me surprennent en positif ou alors qui m'inquiètent et en fait tout ça pour continuer à construire ma conviction sur l'entreprise en essayant tout de même de garder les pieds sur terre pour ne pas payer l'entreprise à n'importe quel prix. On va commencer la vidéo avec le cours de l'action et ma position. Donc à savoir que personnellement j'ai 26 actions avec, on voit une plus-value latente de plus 72%, même si vous le savez, personnellement je ne regarde pas vraiment les plus-values sur le court terme. J'ai des actions que j'avais d'ailleurs achetées beaucoup moins cher sur Tesla avec des coûts de revient en centaines de pourcents et j'en ai d'autres que j'ai achetées à des prix beaucoup plus chers. Et au final, ce que vous voyez ici, c'est un prix moyen. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir assez d'actions à un prix qui me convient au fur et à mesure du temps. Je DCA sur l'entreprise, ça fait des années que je l'achète. Et donc voilà, je vous montre les chiffres parce que je veux toujours être transparent, mais ça m'importe assez peu au final sur le court terme. On constate sinon que l'entreprise, elle avait fait un point haut autour des 400 dollars il y a un an et demi à 2 ans. Ensuite, elle a subi, comme le reste du marché, une énorme baisse. Et personnellement, j'ai beaucoup acheté la baisse. Si vous vous rappelez, on en parlait beaucoup fin 2022, début 2023. Et j'avais même réussi à en attraper, je crois, autour des 105, 107 dollars. Et puis ensuite, j'ai continué à un petit peu racheter la hausse jusqu'à que je réatteigne mon prix cible de l'époque. Et à partir de ce moment-là, j'avais donc arrêté d'en acheter jusqu'à qu'elle revienne à baisser. Si elle baisse dans le futur encore, j'en rachèterai et ça, on va en parler un petit peu plus tard. Donc voilà pour ma position. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va tout simplement regarder les commentaires qu'il y a eu de la direction durant le earning call et aussi les documents qui ont été publiés. Sachez qu'ici j'ai fait des slides sur un PowerPoint, mais les informations viennent notamment de ce document qui est publié officiellement. Donc si on regarde, l'entreprise a eu une croissance du chiffre d'affaires dans les ventes automobiles de plus 46%, sur la génération d'énergie et le stockage, donc là on est sur le solaire à plus 74%, et sur les services, une augmentation des revenus sur un an de 47%. Ensuite on a eu une marge brute de 18%, 18,2%, et il y a eu beaucoup de bruit autour de ça parce que justement on est en baisse, on a eu jusqu'à 25% il y a un an, après 23, 19, aujourd'hui 18. Il faut savoir que l'entreprise a baissé le prix de ses véhicules et ils l'ont précisé de nombreuses fois, ils ne cherchent pas à gagner beaucoup d'argent sur le court terme, ils voient à long terme, et ça aussi on en reparle plus tard. Ensuite, je voulais juste aussi souligner qu'ils étaient en free cash flow positif, donc ils ont un flux de trésorerie disponible qui est positif et donc ils sont capables de s'autofinancer. Ils ne brûlent pas du cash, ils accumulent du cash et ils peuvent réinvestir dans le business. Et ensuite, je vous ai mis juste en dessous la production des véhicules pour faire un petit lien avec mon analyse. C'est-à-dire que moi, personnellement, si vous voyez, j'avais prévu que sur 2023, on vendrait 1,8 million de véhicules. Et si vous regardez, si je prends le premier trimestre et le deuxième trimestre et que je fais x2 en les additionnant, on arrive à peu de choses près à 1,8 million de véhicules. Et donc, ça me montre que mon analyse est à peu près en ligne avec ce que j'avais prévu, ou plutôt les ventes qui font de véhicules et ce qu'ils arrivent à produire, parce que le problème là, c'est pas de les vendre, c'est d'en fabriquer assez. On est globalement en ligne avec ce que j'avais prévu. Donc ça me rassure. Maintenant, si on rentre un petit peu plus en détail dans les chiffres, on voit qu'on a une marge nette à 12,7% et une marge opérationnelle à 9,6%. La marge nette est plus élevée que la opérationnelle. Je sais que ça peut paraître bizarre au premier abord, mais en fait, si vous regardez, c'est parce qu'ils ont d'autres types de revenus. Je vous ai mis la photo en bas. Vous pouvez mettre pause et aller regarder l'income statement. Vous comprendrez pourquoi en faisant des additions et des soustractions. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Maintenant, si on parle un petit peu de mes chiffres, et après on va passer sur l'analyse qualitative, mais je tenais quand même à le faire un petit peu. Sachez que moi personnellement, c'est une entreprise qui, sur ma dernière analyse qui remonte d'il y a 3 mois, j'ai aimé acheter l'entreprise entre 160 et 170 dollars. Je pense qu'il va falloir que je revoie mes chiffres à la hausse, parce que les croissances sont meilleures que ce que j'avais prévu. Moi j'étais plutôt sur du 30%, on a fait du plus 46%. Je pense que ça va accélérer, et ils en ont aussi parlé, ils vont essayer de construire de nouvelles usines, d'augmenter les capacités de leurs usines. Donc voilà, et pareil, j'avais pris une marge nette entre 10 et 11%, et sincèrement, je pense que dans le futur, ils vont faire mieux que ça quand je vois toutes les évolutions qu'il y a sur le business, notamment sur la productivité, les nouveaux modèles de voitures qui vont sortir, etc. Aujourd'hui, les analystes, eux, disent qu'il faut la payer autour de 250 dollars. Personnellement, je trouve que c'est trop élevé. Cependant, je vais remettre mes chiffres à jour. Et comme je le dis toujours, il ne faut pas payer un business n'importe quel prix, même si on l'apprécie énormément, puisqu'on cherche à faire un retour sur investissement. Et donc, je mettrai mes chiffres à jour et peut-être que je recommencerai à acheter l'entreprise si elle venait à corriger en bourse, comme on voit sur le graphique ici. Si ça se trouve, on peut très bien corriger. C'est une action qui est très volatile et je pourrais venir en racheter. Si elle baissait, évidemment, je tiendrai au courant. On passe maintenant sur les commentaires qui ont eu lieu donc sur ce deuxième trimestre et ce que je retiens personnellement. Donc tout d'abord, le modèle Y est devenu le véhicule le plus vendu au monde au premier trimestre.
Et d'ailleurs, c'est marrant, mais j'en parlais avec d'autres personnes qui sont en train d'acheter des voitures par exemple, et une Tesla neuve, ça commence à coûter moins cher qu'un modèle équivalent. Si on veut une grosse berline, donc comparaison à un modèle Y qui est un gros SUV, si on le compare à des voitures même françaises thermiques ou électriques, dans tous les cas, Tesla commence à être extrêmement compétitif et en plus avec des équipements qui sont des fois meilleurs. Donc ça, c'est impressionnant et je suis pas du tout étonné qu'ils en vendent. Et d'ailleurs, ils viennent d'ouvrir une grosse concession vers où j'habite en France et pour l'instant, du peu que j'ai vu, c'est clairement un succès et il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé. Ils ont aussi fait une demande pour doubler la production en cours à Berlin. Vous voyez ici, on a eu plusieurs articles qui en ont parlé. Et si vous regardez, actuellement, Berlin, ils font 375 000 véhicules par an et on parlerait d'atteindre jusqu'à 1 million de véhicules par an. Évidemment, c'est sur le long terme, il faut obtenir les autorisations et donc on verra. Je voulais vous montrer aussi les productions, qu'on se rende compte un petit peu des volumes. On voit qu'à Berlin, actuellement, on fait plus de 1000 modèles Y par jour. À Austin, plus de 680 modèles Y par jour. Et si on prend Shanghai et la Californie, vous avez les chiffres ici. Alors, ils n'ont pas précisé il y avait combien de pourcentage de modèles 3 et Y. Cependant, on voit qu'on produit des centaines de milliers de véhicules en plus. Donc la production est vraiment en train d'accélérer et ils les vendent. Et c'est pour ça qu'on a été le véhicule le plus vendu au monde au premier trimestre. Je m'arrêterai aussi sur ce tableau pour montrer que le Cybertruck, ils sont en train de préparer la ligne de fabrication, et ça on en parle un petit peu plus tard, et aussi on voit ici qu'ils ont rajouté Next Gen Platform, c'est-à-dire les véhicules de nouvelle génération, et on en parle aussi un petit peu plus tard. Si je continue, on a aussi une grosse adoption sur les superchargeurs Tesla. Il y en a plus de 45 000 à travers le monde, ici je vous ai mis une carte, et ils sont vraiment extrêmement développés en Amérique du Nord, tout en Europe et aussi évidemment en Chine. Ils ont aussi annoncé qu'ils allaient ouvrir leur infrastructure de chargeurs à tous les autres constructeurs de voitures qui veulent les utiliser. Donc maintenant, c'est à eux de jouer. Et il y a d'ailleurs déjà beaucoup de gros constructeurs, notamment aux États-Unis, qui ont annoncé que oui, ils allaient autoriser leurs voitures, donc Ford, General Motors, etc., à se charger sur les réseaux de Tesla. Il y a beaucoup de débats là-dessus, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ceux qui possèdent des Tesla vont dire que ça va leur prendre des places, mais d'un autre côté, on parle de très peu de véhicules qui sont sur le marché actuellement avec la concurrence, et en plus pour moi c'est très bien pour l'entreprise parce que ça va permettre de faire que leur réseau devienne dominant, et dans le temps, quand on ira tout le temps charger sa non Tesla à un chargeur Tesla, peut-être qu'avec le temps on va être convaincu d'acheter une Tesla. Donc je pense que c'est une très bonne stratégie, mais ça c'est mon avis personnel. Parlons maintenant du Cybertruck. Alors le Cybertruck, c'est un véhicule de type pick-up, et je vous en parle et c'est pour moi si important parce qu'il faut bien se rendre compte que c'est le gros des ventes aux États-Unis. Là, je vous ai mis les statistiques de 2022 ou enfin de 2021 publiées en 2022, et on voit que les trois véhicules les plus vendus aux États-Unis, ce sont trois pick-up de Ford, de Chevrolet et de Ram. Et évidemment, le numéro 1, c'est le Ford F-150 ou tous les F-Series dans tous les cas. Et clairement, Tesla l'a bien compris et c'est pour ça qu'ils sont en train de finir la ligne de production à Austin, au Texas, pour justement commencer à mettre des pick-up électriques sur le marché. Et je pense sincèrement qu'il y a un énorme marché aux États-Unis et ça va être pour moi un succès pour l'entreprise. Le dernier point que je voulais mentionner, c'est le véhicule de nouvelle génération qu'ils ont annoncé. Donc, il y en a deux sur la présentation qu'on avait eue pour les investisseurs il y a quelques mois. Et moi, je retiens personnellement surtout le petit véhicule qui est ici en plus gros. Et donc, ce serait une nouvelle plateforme qui serait plus rapide à produire, qui prendrait moins de place dans les usines, qui coûterait moins cher, etc. Alors, il y en a beaucoup pour information qui appellent ça le modèle 2. On ne connaît pas le nom. On ne sait pas si ce sera une voiture de type citadine avec 3 portes, 5 portes. Est-ce que ce sera plus un format type, par exemple, Clio ou 208 si je prends des voitures françaises? Ce serait peut-être un véhicule dans ce format-là. Et donc moi personnellement ça me fait penser, mais les volumes et les marges qu'on va avoir sur ce type de véhicule, ça va être énorme. Je veux dire, c'est un véhicule qui pourrait certainement coûter, bon, peut-être pas 25 000 dollars comme c'était annoncé à l'époque, mais certainement moins de 40 000 euros, qui va certainement être en concurrence avec beaucoup de véhicules thermiques qui se vendent énormément à travers le monde, et j'ai hâte de voir ce véhicule sortir. À mon avis, quand on voit les échelles de temps de Tesla, ce ne sera pas avant 2025. Cependant, c'est extrêmement important pour moi de le prendre en compte dans le futur des ventes de l'entreprise. Je voulais ensuite vous parler de conduite autonome. Donc, ils ont annoncé que le FSD, donc le Full Self Driving, c'est leur logiciel de conduite autonome. Il y avait un OEM, donc un OEM, c'est un fabricant de voitures type Ford, General Motors, etc. Parce qu'en fait, ils assemblent plein de modules pour faire leur voiture. Il y a pratiquement que Tesla qui s'intègre énormément verticalement, c'est-à-dire qu'ils produisent pratiquement tout en interne. Généralement, les autres constructeurs, ce sont souvent des assembleurs qui passent par Valeo, par Bosch, etc. Bon, voilà pour la partie industrielle. Et donc, ils ont annoncé qu'ils étaient en train de parler avec un gros constructeur pour mettre leur logiciel de conduite autonome dans les véhicules. Et là, j'ai mis un petit commentaire un peu sarcastique parce que très souvent, on me dit que leur logiciel il est nul, il fonctionne pas, etc. Et ben, vous voyez, il est tellement mauvais, FSD, que maintenant, il y a d'autres entreprises qui veulent mettre dans leur voiture. Donc ça me fait poser des questions sur à quel point il est mauvais, en tout cas, c'est ce qu'on me dit souvent.
Et sachez d'ailleurs que personnellement, je regarde 2-3 fois par an des vidéos de FSD, voir comment ça évolue, et clairement, c'est bluffant. Alors, je ne vais pas vous décrire tout ce que ça fait. Globalement, ça conduit sur l'autoroute, dans les quartiers, etc., de façon pratiquement autonome. Évidemment, il y a toujours des petites erreurs, mais globalement, c'est vraiment bluffant. Et quand on voit le progrès fait en quelques années, je me dis, mais où est-ce qu'on va en être dans le futur? Et clairement, je pense qu'un jour, et peut-être pas si loin que ça, on pourra avoir des voitures qui se conduisent toutes seules. Je tenais aussi à dire un petit commentaire que je trouve assez intéressant. Ils vont autoriser un transfert exceptionnel des licences de conduite autonome d'une voiture à l'autre sous le troisième trimestre. Et là, je pense qu'ils pensent à beaucoup de personnes qui ont acheté, notamment en 2016, 2017, 2018, les premiers modèles 3, qui donc ont payé la conduite autonome, mais d'un point de vue hardware, donc d'un point de vue des caméras, des capteurs, etc., c'est pas encore au point. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de frustration là-dessus. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont autoriser ces personnes, si par exemple ils achètent une nouvelle Tesla dernier cri, de passer leur logiciel sans avoir à repayer le logiciel. Et je pense que c'est très intelligent de faire ça parce que ça va évidemment inciter des personnes à aller acheter des modèles. Et en plus, si à l'époque ils avaient déjà acheté des modèles 3, des modèles X, des modèles S, c'est certainement des personnes qui ont beaucoup de pouvoir d'achat et qui vont pouvoir aller se racheter des modèles un petit peu plus conséquents avec des grosses motorisations chez Tesla et se faire un petit peu plaisir tout en gardant leur conduite autonome. Donc je trouve ça très intelligent de leur part. Et d'ailleurs, je pense aussi qu'un jour, ils pourraient faire une conduite autonome qui serait plus non en payer en une fois, mais qui serait peut-être payé par location, et ce serait aussi un super business, et comme vous le savez, si vous suivez souvent la chaîne, j'adore les revenus récurrents. On passe maintenant au dernier commentaire de la direction, et on en aura fini pour aujourd'hui. Alors, il y a eu pas mal de commentaires, notamment sur qu'il faut arrêter de trop se poser de questions sur le court terme, à trop regarder les marges d'un mois sur l'autre, etc. L'entreprise, ils le disent, ils pensent long terme, eux, l'objectif, c'est 5 ans, 10 ans et plus, c'est pas du tout dans 6 mois de gagner de l'argent, et ça les énerve un petit peu, on sent la frustration quand on écoute la conférence, donc le Earning Calls. Et voilà, Tesla a une vision long terme, il ne se préoccupe pas de la rentabilité sur le court terme. Ça a souvent été répété par la direction. Et moi, personnellement, en tant qu'investisseur et en plus en tant qu'ingénieur dans l'industrie, j'aime énormément ce discours. C'est-à-dire que des fois, il faut arrêter de penser à 3 mois pour avoir des bonnes marges, pour faire plaisir aux actionnaires. Il faut faire les bons investissements pour penser au bien de l'entreprise dans 5 ans, 10 ans. Il y a des entreprises qui le font très bien, des grosses entreprises de la tech comme Tesla, comme Apple, etc. Ils n'hésitent pas à investir massivement. Et même si ça fait des chiffres un petit peu moins bons sur le court terme, sur le long terme, c'est excellent. Et donc maintenant, je me dis, eh bien, peut-être qu'il y aura un ralentissement de la production sur le T3, parce que ça, ils l'ont annoncé aussi. Et peut-être qu'en plus, avec les mauvaises rumeurs qu'on pourrait avoir, le fait que les marges baissent, etc., et la vision très court terme des marchés, les personnes, les professionnels notamment, qui doivent avoir une bonne performance tous les ans, sur le court terme, ils peuvent mettre beaucoup de volatilité sur une action parce qu'il y a un truc qui leur plaît pas, et évidemment, il y a de la spéculation. Et donc, je me dis opportunité, parce que moi qui vois long terme, si l'entreprise vient à corriger et à revenir sur des niveaux de mépris cible que je vais d'ailleurs recalculer quand je vais mettre à jour mes chiffres, clairement, je pourrais me mettre à acheter un petit peu plus de l'entreprise. Mais ça, on verra. Il faut d'abord que je remette à jour mes chiffres pour ne pas payer l'action à n'importe quel prix, même si j'apprécie le business model. On en a fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'investissement en bourse sur le long terme et tout simplement revoir les fondamentaux, vous trouverez en description un lien vers les cours vidéo offerts que j'avais fait sur les bases pour commencer à investir en bourse. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si vous ne l'avez pas encore vu. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, évidemment, n'hésitez pas à liker, abonner, partager et passer dire bonjour sur Instagram. Je m'efforce toujours à répondre aux DM tant que je peux. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.